des débuts difficiles à l'impact mondial. Une présentation de 20 minutes sur le parcours du Dr. Jean Constant. Bienvenue. Aujourd'hui, je partage une histoire qui remet en question tout ce que l'on pense de la réussite, de l'éducation et du potentiel humain. Il s'agit du Dr. Jean Constant, fondateur de la Global Sovereign University, dont le parcours, de la pauvreté infantile et du sabotage éducatif à la création d'une institution mondiale, prouve que les circonstances ne définissent jamais le destin. Le chauffage au kérosène. Première leçon de survie. L'histoire de Jean ne commence pas par des promesses, mais par de dures réalités. Né dans une constellation familiale de 7 enfants dispersés entre 2 pères absents, il a grandi dans ce que le système appelait une famille assistée. Sa mère, Eugenia, travaillait comme serveuse dès qu'elle trouvait du travail, tirant les aides sociales au sort comme un magicien d'une infinité d'écharpes d'un chapeau vide. À Lincoln, dans l'Illinois, la famille déménageait avec une fréquence incessante. Chaque déménagement impliquant 2 ou 3 voitures pleines de biens. Ils n'accumulaient rien. D'une adresse à l'autre, ils parvenaient tant bien que mal à se débarrasser de leurs biens plutôt qu'à les accumuler. Comme si la stabilité elle-même avait tendance à s'évaporer au moment où ils en avaient le plus besoin. Au cœur de leur survie se trouvait un poêle à pétrole capricieux, leur seule source de chaleur durant les hivers rigoureux. Cette bête mécanique exigeait une attention constante et une alimentation soignée. Juste devant lui, on pouvait cuire. À 3 mètres de distance, on pouvait voir son souffle. La responsabilité d'entretenir cette source de vie incombait souvent à Jean, même lorsqu'il était petit. Chaque matin, avant toute chose, il vérifiait le réservoir de carburant. Il fallait mesurer soigneusement le kérosène. Trop peu et ils en manqueraient dans la journée, trop et ils risquaient des déversements ou des gaspillages inabordables. Un gallon pouvait leur permettre de tenir 2 jours s'ils étaient prudents, 3 jours s'ils étaient désespérés. Mais le combustible n'était qu'une partie de l'équation. La mèche devait être taillée lorsqu'elle brûlait de manière irrégulière. La cheminée en verre devait être nettoyée régulièrement car la suie s'accumulait. Le plus difficile était de maintenir un équilibre délicat entre le flux d'air et la combustion. Trop d'air et la flamme vacillait et crépitait, dégageant une fumée âcre. Trop peu d'air et la flamme s'éteignait complètement. Ce poêle à pétrole a appris à Jean plus de choses sur la responsabilité, l'ingéniosité et le lien entre effort et résultat que n'importe quelle salle de classe. Quand on est responsable du chauffage de sa famille à 8 ans, l'échec n'est pas envisageable. On apprend à prêter attention aux détails, à résoudre les problèmes et à comprendre que le confort n'est pas garanti, il se mérite. Mais le plus important, peut-être, c'est que Jean apprenait à assumer ses responsabilités. Chaque journée réussie à maintenir le chauffage en marche lui conférait une confiance tranquille qu'aucun chaos extérieur ne pourrait entièrement détruire. Même lorsque la situation semblait désespérée, il y avait toujours quelque chose, une petite pièce du puzzle, sur laquelle il pouvait agir par ses propres efforts et son attention. Ce sens de l'autonomie est devenu la pierre angulaire de la façon dont Jean a abordé les défis tout au long de sa vie. Des années plus tard, lorsqu'il a rencontré des revers scolaires, des difficultés professionnelles ou des obstacles relationnels, il se souvenait de ces matins d'hiver où tout dépendait de sa capacité à tirer la chaleur d'une machine irascible et récalcitrante. Le pouvoir des mots. La promesse académique. Malgré l'instabilité qui régnait dans son foyer, Jean découvrit très tôt que certains trésors ne pouvaient être perdus lors d'un déménagement, ni mis en gage pour payer des factures. Les livres devinrent son refuge. Ses professeurs est la preuve qu'il existait d'autres mondes au-delà de leurs espaces exigus et de leurs conditions de vie incertaines. En CE2, un événement extraordinaire se produisit. Son institutrice, Madame Sullivan, lança un concours de lecture d'une simplicité élégante. Lire un livre, rédiger un résumé d'une page démontrant sa compréhension et remporter une étoile d'or. Les étoiles seraient affichées sur un tableau à l'avant de la classe. Tandis que les autres élèves participaient avec désinvolture, Jean abordait la compétition avec l'intensité de quelqu'un qui avait trouvé sa voie. Il lisait pendant la récréation,
tandis que d'autres enfants jouaient à des jeux pour lesquels ils ne pouvaient pas se permettre l'équipement. Il lisait le soir pendant que ses frères et sœurs regardaient la télévision. Il lisait le week-end lorsque d'autres familles partaient en sortie, ce qui nécessitait un budget qu'elle n'avait pas. Chaque livre lui a ouvert de nouveaux horizons. Les récits d'aventure lui ont appris que des gens ordinaires pouvaient surmonter des obstacles extraordinaires. La fiction historique lui a montré que les circonstances pouvaient changer radicalement. La science-fiction a élargi sa compréhension du possible. Les romans fantastiques ont démontré que même les situations les plus contraignantes pouvaient receler des possibilités cachées de transformation. Lorsque le décompte final fut effectué en fin d'année, les résultats furent décisifs. Alors que son plus proche concurrent avait obtenu 23 étoiles d'or, Jean en avait accumulé 57. Devant une assemblée composée d'enseignants, de parents et d'élèves d'autres classes, il ressentit quelque chose qui lui manquait dans sa jeunesse, la certitude que l'excellence était possible, même lorsque les circonstances semblaient l'empêcher. Le concours de lecture a enseigné à Jean des leçons précieuses tout au long de sa vie. Il a appris qu'un effort soutenu et systématique pouvait produire des résultats qui semblaient impossibles au départ. Il a appris que ses capacités intellectuelles pouvaient le distinguer positivement. Plus important encore, il a appris que l'excellence était possible, même lorsque les circonstances extérieures s'y opposaient. Jean s'est également découvert une aptitude pour les mathématiques. Lorsque les enseignants posaient des problèmes complexes, quelle est la réponse à 5 plus 3, 2, divisé par 1,5 fois 6? Il levait la main avant même qu'ils aient fini de parler. Et la plupart du temps, ses réponses étaient correctes. Cette aptitude mathématique s'est avérée utile dans la pratique. Ils pouvaient rapidement calculer s'ils avaient assez d'argent pour les courses, mais déterminer la durée de vie du combustible de chauffage, ou déterminer si un achat potentiel rentrait dans leur budget très limité. Lorsque le système tombe en panne, une défaillance fabriquée. À 11 ans, la famille de Jean a déménagé à Springfield et sa mère l'a inscrit dans une école catholique. Une décision qui semblait résulter du désespoir et d'un optimisme mal avisé quant à la qualité de l'éducation que les institutions privées pourraient fournir. Le problème le plus fondamental est apparu dès la première semaine. Jean devait participer à des activités en classe qui nécessitaient des manuels qu'il ne possédait pas. En raison de contraintes financières et d'une surveillance administrative, il avait été inscrit sans que personne ne s'assure qu'il ait accès au matériel de base que chaque élève devait apporter. C'est là que l'histoire prend une tournure plus sombre. La mère de Jean l'a inscrit dans une école privée où les familles devaient acheter leur propre manuel scolaire. Tandis que ses frères et sœurs fréquentaient l'école publique située à quelques rues de là, où les livres étaient gratuits. 3 frères et sœurs ont reçu des livres. L'un d'eux n'en a pas reçu. C'était Jean. Des années plus tard, la prise de conscience s'imposa avec une douloureuse clarté. Il ne s'agissait pas d'un oubli. C'était un sabotage, déguisé en opportunité. Sa mère avait accompli quelque chose d'extraordinaire dans sa cruauté. Elle avait instrumentalisé l'éducation elle-même, transformant ce qui aurait dû être une voie à suivre en un piège destiné à le faire trébucher. Lorsque Jean a abordé ce problème avec Sœur Cordula, sa réponse a révélé des traits de caractère qui allaient hanter son parcours scolaire pendant des mois. Plutôt que d'aborder le problème avec discrétion, elle a choisi de faire de son manque de ressources une source d'humiliation publique. Sœur Cordula forçait Jean à s'asseoir à côté des autres élèves, partageant leur manuel scolaire, tout en annonçant à chacun tout ce qu'il avait accompli sans livre. Son ton mêlait une fausse sympathie à une évidente condescendance. Lorsqu'elle louait ses bonnes réponses, c'était avec une pointe d'ironie. Regardez comme ce pauvre enfant réussit malgré si peu. Mais Sœur Cordula avait gravement mal évalué sa cible. La même détermination qui avait poussé Jean à accumuler des dizaines d'étoiles d'or ne pouvait être brisée par une cruauté mesquine. Il continuait à lever la main lorsqu'on lui posait des questions. Il continuait à répondre avec précision. Il continuait à lire à chaque pause. Cependant, les conséquences pratiques furent graves.
Sans manuel scolaire contenant des devoirs, il ne pouvait pas terminer les travaux censés être essentiels à sa progression scolaire. Cela créait un paradoxe frustrant. Ses capacités et ses connaissances réelles étaient clairement supérieures à celles de nombreux élèves disposant de meilleures ressources. Mais les systèmes institutionnels d'évaluation des acquis accordaient plus d'importance à l'accès aux ressources qu'à l'apprentissage lui-même. À la fin du CM2, Sir Cordula annonça que malgré son intelligence et sa participation en classe évidente, son incapacité à faire ses devoirs l'obligerait à redoubler. Jean savait qu'il comprenait mieux la matière que beaucoup d'élèves qui passeraient en sixième. Mais cette connaissance ne changeait rien à la réalité institutionnelle. Il serait considéré comme un échec scolaire pour des raisons largement indépendantes de sa volonté. Le sabotage dentaire, le cauchemar d'un adolescent. Comme si le sabotage des manuels scolaires n'était pas déjà assez dévastateur, la suite fut pire. L'été suivant, la remise des diplômes de quatrième apporta une nouvelle forme de sabotage qui allait compromettre le nouveau départ de Jean au lycée. Sous prétexte de lui offrir les meilleurs soins bucco-dentaires que l'État de l'Illinois puisse financer, sa mère autorisa un dentiste à lui extraire toutes ses dents du haut. Jean avait 14 ans. Elle lui annonça que les dents du bas seraient extraites l'année suivante. Le choc psychologique fut immédiat et total. Jean s'était inscrit au lycée, y était allé 2 jours exactement, puis avait tout simplement arrêté. Comment pouvait-il affronter ses camarades ou ses professeurs avec la bouche entièrement vide? Les prothèses dentaires n'arriveraient qu'en février. 7 mois à parler avec prudence, à manger avec précaution et à ne jamais sourire. Si vous avez déjà vu un homme âgé avec des dents manquantes, vous comprenez que garder les lèvres serrées ne masque en rien l'effondrement évident que les dents du haut empêchent. Jean était hideux. Du moins du point de vue d'un adolescent, pour qui l'apparence est primordiale et la différence synonyme de mort. Faire la vaisselle devint son refuge, lui permettant de se cacher du public. Aucune vie sociale, aucune possibilité de vivre une adolescence normale. À un âge où les relations sociales et les possibilités amoureuses auraient dû s'ouvrir, il s'enferma dans un isolement nourri par le sabotage maternel. Jean accepta cet avenir sombre avec résignation, peut-être parce que des années de sape systématique avaient fini par lui apprendre à résister. Lorsque sa mère lui trouva un emploi à temps plein comme plongeur, il l'accueillit avec la résignation de quelqu'un qui ne croyait plus en de meilleures options. Sa vie aurait pu continuer sur cette trajectoire si l'histoire n'était pas intervenue sous la forme de l'appétit de guerre de l'Amérique. Service militaire, le tournant. La demande insatiable de jeunes hommes due au conflit vietnamien a créé des opportunités que le temps de paix n'aurait jamais offertes. La marine américaine a été le salut improbable de Jean. Lors des examens d'entrée, un événement remarquable se produisit. Les résultats révélèrent des capacités que des années de sabotage avaient occultées, mais jamais détruites. Non seulement il fut admis au camp d'entraînement, mais une évaluation plus poussée le qualifia pour l'école de radio A, un programme technique avancé généralement réservé aux bacheliers ayant un excellent dossier scolaire. L'ironie était profonde. Les bacheliers qualifiés pour les écoles A ne manquaient pas. Et pourtant Jean, un garçon avec un dentier et un niveau de quatrième, se voyait offrir la même chance. Pour la première fois, depuis le concours de lecture de Madame Sullivan, une institution misait sur son potentiel plutôt que de fomenter son échec. La marine ne se souciait ni des dents manquantes, ni des échecs scolaires artificiels. Elle se souciait des résultats aux examens, des aptitudes et de la capacité à apprendre sous pression. Après des années à s'entendre dire qu'il n'était pas à la hauteur des opportunités ordinaires, il était sélectionné pour des opportunités extraordinaires. Le service militaire a appris à Jean que la transformation est possible, mais rarement aisée. Le camp d'entraînement a effacé les marqueurs identitaires civils qui définissaient son identité. Ce processus, qui aurait pu être perçu comme une perte d'identité pour quelqu'un qui avait plus à perdre, a été libérateur pour quelqu'un dont l'identité civile avait été largement façonnée par ses échecs et ses limites. La formation a révélé des compétences que le milieu universitaire n'avait jamais correctement identifiées
ni développées. Ses aptitudes mathématiques sont devenues le fondement de sa formation en électronique. Sa compréhension écrite est devenue essentielle pour maîtriser les manuels techniques. Son expérience face aux échecs institutionnels s'est traduite par de précieuses qualités de leadership. Gene apprit le code Morse jusqu'à ce que les points et les traits deviennent sa langue maternelle. Les procédures radiotéléphoniques transformèrent sa compréhension de la communication disciplinée. Les principes électroniques cessèrent d'être des concepts abstraits pour devenir des réalités tangibles qu'il pouvait manipuler et contrôler. Mais plus important encore, le service naval a prouvé que Gene pouvait réussir lorsqu'on lui offrait les opportunités appropriées et une évaluation équitable. Les mêmes capacités intellectuelles, systématiquement sous-estimées dans le milieu universitaire, sont devenues le fondement d'une expertise technique reconnue par ses instructeurs et ses pairs. Réussite en affaires, prouver sa compétence. Gene a obtenu son premier poste civil important chez JCPenney, où une faveur occasionnelle entre amis a accidentellement changé le cours de sa vie. Sa seule qualification était un permis d'utilisation d'un projecteur de cinéma 16 mm, obtenu lors de son service dans la marine, ce qui n'était guère pertinent pour la vente de caméras au détail. Il fut embauché comme remplaçant temporaire pour 3 semaines. Ce qui se passa durant ces 3 semaines défia toute attente. Gene n'avait aucune expérience de la vente, aucune connaissance en matériel photographique et n'avait suivi qu'1 heure de formation. Mais il possédait un atout plus précieux, l'éthique du travail et la réflexion stratégique que le service militaire lui avait inculquée. En 3 semaines, il a transformé le rayon photo, autrefois un secteur marginal, en l'un des 10 meilleurs rayons photo parmi les plus de 400 magasins JCPenney du pays. Il a organisé et présenté un char à la foire d'État, une initiative jamais tentée en magasin dans l'histoire de JCPenney. Au retour de son entraînement militaire, le chef de rayon habituel, Gene, s'est vu offrir un poste permanent de chef du rayon photo. Il a lancé des cours de photographie du soir pour les clients, organisé des réparations d'appareils photo gratuites semestrielles et a surpassé tous les magasins de sa région en termes de croissance des ventes et des bénéfices. Chez Case Merchandise Mart, Gene a dû relever un défi encore plus grand: transformer les ventes d'appareils photo auparavant déficitaires en opérations rentables. Sa solution a consisté à comprendre que les ventes d'appareils photo n'étaient que le début de la relation client. Grâce à une formation complète du personnel, à des programmes d'incitation innovants et à des initiatives de sensibilisation des clients, il a multiplié par 10 les ventes d'équipements de bureau de $500 000 à $5 millions par an, soit une amélioration décuplée. Les campagnes marketing qu'il a créées comprenaient le plus important achat de publicité journal par page dans une seule catégorie de produits aux États-Unis dans les années 1970. Il a acheté des espaces publicitaires dans les magazines Playboy et Time, en coordination avec des campagnes locales massives. Les résultats ont transformé Kaz, passant d'acteur mineur à leader régional. Chez Santa Barbara Savings and Loan, Gene gérait les opérations de l'entreprise, touchant plus de 1500 employés. Il avait hérité de problèmes systémiques accumulés au fil des années d'une gestion inadéquate. 400 demandes d'achat restaient en suspens, certaines datant de plus de 2 mois. Gene a mis en place des réseaux informatiques, des systèmes de responsabilisation des fournisseurs et une analyse complète des coûts qui a permis d'identifier des opportunités d'économie annuelle de $2 millions. Le projet Chris, baptisé en hommage à son épouse Christina, a examiné toutes les dépenses hors salaire de l'organisation et a révélé de nombreuses pistes d'amélioration, jusque-là invisibles sous la direction précédente. L'éducation récupérée. La justification académique. Malgré des débuts difficiles, l'éducation est restée un moteur dans la vie de Gene. L'opportunité de corriger des années de sabotage scolaire s'est présentée au Richland Community College de Decatur, dans l'Illinois. Mais il devait d'abord réussir le cours d'algèbre de rattrapage, la même matière qui lui avait posé problème en 4e. L'enseignant du collège communautaire ne s'est pas montré plus flexible que ses prédécesseurs, insistant sur la méthodologie prescrite et utilisant l'humiliation publique comme outil pédagogique.
Cette fois, Jean était prêt. Il comprenait qu'il s'agissait d'un défi tactique dans le cadre d'une campagne stratégique plus vaste. Invité à concourir au tableau, il a résolu les équations plus rapidement et avec plus de précision que ses concurrents, tout en appliquant la méthodologie exigée par l'instructeur. Sa réussite au test de rattrapage en algèbre et son accession au cours de niveau licence ont représenté bien plus qu'un simple progrès académique. C'était la preuve qu'un effort systématique permettait de surmonter des obstacles scolaires autrefois paraissant insurmontables. Le programme de diplôme d'associé offrait l'occasion d'appliquer la discipline militaire et l'expérience professionnelle aux défis académiques. Le 21 juin 1983, Jean fut informé de sa sélection pour être admis à Phi Theta Kappa, la Société d'honneur internationale des universités de 2 ans. L'ironie était profonde. Il s'agissait d'un jeune homme dont les échecs scolaires avaient été délibérément inventés, dont les dents avaient été arrachées pour l'empêcher d'aller au lycée. Pourtant, lorsqu'il eut enfin accès à l'éducation et fut jugé uniquement sur ses résultats scolaires, il ne se contenta pas de réussir. Il excella à un niveau qui lui valut une distinction académique nationale. Jean a poursuivi ses études à l'Université de Redlands, où il a obtenu sa licence en administration des affaires en mai 1987, le mois même de son mariage avec Christina. La combinaison de ses diplômes, de sa réussite professionnelle avérée et de sa stabilité personnelle lui a offert des perspectives inédites. Créer des opportunités. Université souveraine mondiale. Le 17 décembre 1975, le gouverneur de l'Alabama, George Wallace, a remis à Jean le grade de lieutenant-colonel honoraire, aide de camp de la Garde nationale de l'Alabama. Il ne s'agissait pas simplement d'une reconnaissance pour son soutien politique, mais de la reconnaissance des capacités d'un jeune homme, diplômé de la 4e, digne d'un grade militaire honoraire. Cette commission représentait plus qu'une simple validation. C'était un investissement dans le service futur. Elle a établi le principe selon lequel une réussite individuelle exceptionnelle engendre la responsabilité d'un service continu, honorant ainsi la confiance placée en vous. La création de la Fondation pour l'instruction mondiale, fonctionnant sous le nom de Global Sovereign University, représente l'aboutissement des leçons apprises au cours de l'adversité de l'enfance, du service militaire, du leadership en entreprise et de la réussite scolaire. L'université fonctionne selon un principe révolutionnaire. Chacun a des connaissances à partager et des besoins d'apprentissage à combler. Un maître charpentier de l'Oregon peut partager des décennies de savoir avec de jeunes entrepreneurs du monde entier. Un guérisseur traditionnel du Guatemala peut apporter sa sagesse qui éclaire les pratiques médicales à l'échelle mondiale. La véritable éducation se produit lorsque des esprits curieux s'intéressent à des sujets stimulants, quel que soit le contexte institutionnel. La Global Sovereign University propose des parcours flexibles et accessibles pour le partage des connaissances, indépendants des diplômes traditionnels ou des ressources économiques. Le modèle reconnaît que le potentiel humain est réparti à l'échelle mondiale, mais les possibilités de développer ce potentiel restent artificiellement limitées par des systèmes qui privilégient les diplômes aux compétences, les ressources aux capacités et la conformité à la créativité. Les leçons. Principe de transformation. En repensant au parcours de Jean, plusieurs principes émergent. Premièrement, les circonstances ne doivent pas nécessairement déterminer les résultats. Les mêmes principes qui ont permis à Jean de traverser des débuts difficiles restent accessibles à tous. Un effort systématique appliqué à des objectifs clairement définis, de la persévérance malgré les inévitables revers et la foi que les petits choix se transforment en une transformation profonde. Deuxièmement, distinguer les limitations apparentes des contraintes réelles. Bien des choses qui paraissent impossibles sont en réalité difficiles. Bien des limitations apparemment permanentes sont en réalité des contraintes temporaires qui peuvent être surmontées grâce à un effort systématique et à la créativité. Troisièmement, l'excellence est possible quelles que soient les conditions de départ. Commencez là où vous êtes. Utilisez ce que vous avez. Faites ce que vous pouvez. Les obstacles les plus importants sont souvent ceux que nous acceptons
plutôt que ceux qui sont véritablement insurmontables. Quatrièmement, la transformation individuelle peut servir de base au changement institutionnel. La réussite personnelle crée l'obligation d'aider les autres à surmonter des obstacles similaires. Le flambeau de la liberté que Jean portait éclaire désormais d'autres chemins à suivre. Cinquièmement, la véritable éducation transcende les frontières institutionnelles. L'apprentissage se produit lorsque des esprits curieux s'intéressent à des sujets stimulants. Les diplômes traditionnels et les ressources économiques ne devraient pas déterminer l'accès au savoir. Conclusion. L'aide est en route. L'histoire de Jean remet en question tout ce que l'on croit savoir sur la réussite. Un garçon ayant échoué en CM2 est devenu membre d'une société d'honneur académique. Un adolescent dont les dents avaient été arrachées pour l'empêcher d'aller à l'école a obtenu un doctorat. Un enfant privé de manuels scolaires a fondé une université internationale. Le chauffage au pétrole, autrefois synonyme de survie, a disparu. Mais les leçons qu'il nous a enseignées restent pertinentes. Chaque revers contenait des leçons essentielles pour la réussite future. L'instabilité de l'enfance nous a appris l'adaptabilité. Les échecs scolaires ont démontré l'importance de l'autonomie. Le service militaire a prouvé que la transformation était possible. La réussite en affaires a démontré que la compétence pouvait surmonter les handicaps liés au milieu. À tous ceux qui nous écoutent et qui font face à des obstacles qui semblent insurmontables, rappelez-vous, une vie meilleure est possible, mais pour la conquérir, il vous faudra tout donner. Le choix, comme toujours, vous appartient. Votre chapitre actuel, aussi difficile soit-il, n'est pas le dernier. Les mêmes principes qui ont permis à un jeune garçon de passer du statut de simple gardien de poêle à pétrole à celui de fondateur d'université restent accessibles à quiconque est prêt à accomplir le travail systématique requis. La mission de Jean se poursuit à travers l'Université souveraine mondiale, où des étudiants de dizaines de pays échangent avec des professionnels expérimentés qui partagent leurs connaissances acquises au fil de décennies d'applications pratiques. Les campagnes d'affichage déployées dans les communautés du monde entier portent ce message. Reconstruire la civilisation, l'aide est en route. Il ne s'agit pas d'une hyperbole, mais d'une description précise de ce qui devient possible lorsque les obstacles au partage des connaissances sont systématiquement supprimés et que la sagesse humaine est traitée comme un bien commun mondial plutôt que comme une propriété privée. Vainquez la tyrannie des faibles attentes. Des barrières artificielles et des obstacles systémiques qui empêchent les personnes compétentes de réaliser leur potentiel. Soyons le flambeau de la libération du désespoir et de la pauvreté, éclairant la voie à d'innombrables autres personnes possédant les capacités et l'engagement nécessaires à leur propre transformation. Le cheminement des débuts difficiles vers une vie pleine de sens continue. De l'aide est en route. Merci. allcivilizationbuilders.net de amazon.com/authored. Reconstruire la civilisation, une voie à la fois. Connecter les générations, préserver la sagesse, construire l'avenir.